Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, exercice habituel. On commence par le Bitcoin, donc qui repart dans sa vague B en consolidation, donc toujours pour moi. Pas de grande nouveauté à ce niveau-là sur la partie technique. Est-ce qu'on a fini cette consolidation? J'ai pas l'impression. Je vais vous donner mon ressenti technique parmi cette chose-là. Donc, comme on est en train de chercher probablement une vague B ayant précédé une vague A, je dirais qu'on cherche plutôt une consolidation de type flat. C'est-à-dire comme on a deux vagues de hausse, d'accord, on n'est pas sur un A, B, enfin on n'est pas sur un 1, 2, 3, 4, 5, on voit bien qu'ici ça fait A, B, C. Donc quand vous avez une première vague de consolidation en trois vagues, ça laisse pas énormément de possibilités. Soit c'est un flat, soit c'est un triangle. Dans tous les cas, le niveau de retracement est assez profond. Il sera moins profond pour un triangle. Je vais imager évidemment tout ça pour que ce soit plus visible. Donc au stade où on en est, là on peut bien valider effectivement la première vague de hausse. On voit bien qu'elle est en deux vagues, A, B et C. Donc à partir de là, comme je vous dis, c'est soit on fait un triangle, où toutes les vagues sont en concentration et le point E, donc après 5 vagues latéralisantes, on a une sortie baissière, d'accord. Option 1, option numéro 2, on serait dans ce cas-là en train de se diriger vers une flat, enfin un flat, où on vient chercher en général le support d'origine, c'est-à-dire on retrace 100% ou quasiment de la vague 1, on peut aller jusqu'à 105, c'est-à-dire aller légèrement en dessous, sans réussir à installer de valeur. Bon, moi je dirais plutôt un truc comme ça. Solution numéro 3, on peut carrément faire des flat extended, c'est-à-dire dans ce cas-là on va casser des corrections étendues, on va casser le point d'origine, on irait en chercher 100 à 127, 127 à 138%. Donc ça nous amènerait voilà, un point B sous le support inférieur, donc proche des 6008, ce qui serait possible. Et dans ce cas-là, on aurait un point C soit ici en running flat, c'est-à-dire on prend le point A au point B, on aura le point C, donc un point C plus bas que le point A, ou alors en correction étendue, ou alors là on a un point C qui va au-delà. Celle-là, on voit qu'elle n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'elle nous amènerait au-dessus du canal, et je vous ai dit qu'on n'irait pas au-dessus de ce canal. Donc ça me paraît compliqué, cette structure en ABC étendue. Moi je dirais que je ne valide que ces structures-là. Ce qui fait que là, voilà, ça ou celle-là, hein, et dans ce cas-là, ça fait un A, B, C, tout ce qu'il y a de plus flat. Le point C se fait a priori au même niveau que le point A, et derrière on consolide. Donc voilà les schémas, entre guillemets, que moi j'ai en tête en ce moment. Les différentes options que je considère comme étant viables dans ce marché. Voilà, ça fait ça. Donc pour moi, il y a deux chances que déjà on échoue sous les 8005, enfin, qu'on trouve notre prochaine vente sous les 8005, sous ce support-là, c'est-à-dire sous cette résistance, sous ce support qui sera probablement devenu résistance après notre point B. La solution terminale, entre guillemets, c'est de faire donc un running flat. Voilà, c'est d'aller venir chercher un point B, je vous dis n'importe quoi. C'est d'aller faire un flat, et dans ce cas-là, de faire un point B au niveau du point d'origine et un point C qui normalement revient chercher là aussi également la résistance. Et dans ce cas-là, je pense qu'on aura un point C sur les 9003. Quoi qu'il en soit, pour moi, c'est ces deux résistances-là qui vont jouer le job. Soit on échouerait sous 9003, soit on viendrait échouer sous les 8005. En tout cas, c'est plutôt dans cette zone de prix qu'il me semble le plus probable de trouver notre futur point 4, qui sera donc le point de reprise de la tendance vendeuse, le moment où on sortira du trading range à un retour de trading en tendance, c'est-à-dire un trading où on peut accepter de trader des cassures de support, ce qui n'est pas le cas dans un range. Dans un range, on ne trade pas la cassure d'un support. Dans un range, on prend ses profits sur un support ou sous une résistance, selon le sens dans lequel on trade, mais on ne spécule jamais sur le fait qu'un niveau va céder au sein d'un range. Ça, on n'en sait jamais rien. Voilà, bref, donc ça c'était pour les aspects techniques. Je vous donne immédiatement celui que moi je favorise, c'est celui du triangle. C'est celui que je sentais d'ores et déjà depuis un bon moment. Et effectivement, le fait qu'on monte en deux vagues semble considérer ceci comme étant une forte probabilité de valider ce fameux triangle. Comment on trouve ensuite donc la vague 2 d'un triangle? Alors, hop. Enfin, la vague 2, la vague B dans un triangle. Généralement, on vient chercher un 61 à 76,4 de retracement de la vague 1, ce qui nous fait une petite zone assez intéressante ici. Donc je dirais, voilà, moi effectivement, à partir des, je dirais sous $8000,
c'est intéressant de commencer à se positionner pour trouver notre point B. Donc je dirais que là, on devrait normalement faire une vague 1, remonter, faire une vague 2, d'accord? ABC, le triangle, ce ne sont que des sous-vagues ABC. Donc voilà, en termes de timing, moi, ça me donnerait un truc à peu près comme ça, en termes d'accumulation, en sachant que plus on avance dans le triangle, plus ça va vite. Voilà. Mais donc au début, les premières vagues sont assez lentes, et ensuite, ça se contracte rapidement. Voilà, moi je dirais un truc comme ça, c'est ce qui a le plus de chances, entre guillemets, de se produire. De venir trouver un support ici, voilà. Donc je vais noter ça comme ça, voilà. Moi je noterai vraiment cette zone-là, en fait qui correspond à notre zone trading nœud, hein, voilà, pour être simple. Donc je dirais vraiment cette zone-là, pour moi, intéressante. Donc à proximité du support des 7700, 7008. C'est ici que je pense qu'on va très probablement trouver un support acheteur. On trouvera notre point B, et à ce stade-là, si on fait ça en deux vagues, c'est-à-dire, vous voyez, je vous ai mis le schéma ABC ici, imaginez-vous que si on fait ça ici, là on a bien 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est bien un point A qui peut considérer, enfin qui peut très probablement constituer un zigzag. Si on fait ça, on fait ce qu'il faut. ABC, ABC, derrière suivra probablement ABC et ABC et ABC, et ici on dégomme. Ok ? Principe du triangle. Donc pour l'instant, on est dans des étapes très 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 précoces d'un triangle. Donc on fait quoi? Moi, je ne fais rien dans le Bitcoin. Je vous ai dit, j'ai pris une vente là-haut, là, je l'ai sécurisé quand on était là, et je garde un petit solde vendeur. Mais ce solde vendeur, je ne le prends pas pour le TP ici ou quoi que ce soit, je le prends pour le triangle. Je vous ai dit, je spécule sur le triangle. Donc moi, j'accumule. Je vais vendre un petit bout au point A, garder un petit solde, vendre un petit bout au point C, encaisser, prendre un petit solde, vendre un bout au point E, encaisser, prendre un petit solde, et dégommer tout quand on sort du triangle. Pour l'instant, c'est comme ça que je pense jouer mon scénario. Donc, pour l'instant, il n'y a pas besoin de s'acharner. Retenez bien le fait que dans ce triangle, très probablement, il va falloir constituer une nouvelle trading range, un nouveau trading range. Voilà, hop. C'est-à-dire, pour moi, on n'est plus dans ce schéma-là, là. Rappelez-vous, hein, quand vous êtes dans un trading range, il faut absolument, quand vous identifiez dans votre trading qu'il y a trading range, le premier des réflexes que vous devez absolument avoir, c'est de vous dire qu'on va très probablement devoir installer ce trading nœud, le setup que vous connaissez avec les niveaux ratio risque-rendement. Et vous savez que dans ces setups-là, il y a obligatoirement une zone de trading nœud. D'accord? C'est-à-dire la zone que vous trouvez. Attendez, hop, on va supprimer les ratios Fibo. Voilà. Le trading nœud se trouve entre cette ligne-là et cette ligne-là. Donc maintenant, vous savez que ici, comme on peut d'ores et déjà se dire, là, en termes de probabilité, c'est plutôt parti pour un triangle. Voilà. Je dirais, dans ce cas-là, c'est ça, notre setup. Là-dedans, vous ne tradez pas parce que c'est la zone de trading nœud qui correspond au range de ce triangle. D'accord? La zone au milieu du triangle, vous ne tradez pas. Au-dessus, OK pour jouer des petites ventes. En dessous, OK pour jouer des achats. Et là, vous avez le setup. Ça vous dit effectivement, on va très probablement trouver un point B dans la zone qui se situe proche des 7700 et jusqu'à 7006. Voilà ce que ça nous dit, entre guillemets, en termes de triangle. Pour trouver le point B, le point C, et après, on accumule encore toujours plus. On resserre le range. OK ? Voilà donc ce qu'il en est pour mon schéma. Là, vous voyez bien que pour l'instant, le momentum est plutôt en train de constituer une divergence, ce qui catalysera très probablement le repli vers un point B. Donc, vous voyez, il n'y a pas... voilà. Moi, j'y vais vraiment simple hein, dans la stratégie. Ici, c'est du range, donc c'est pas le moment où il faut mettre du levier, sauf si vous tradez sur les UT inférieures. Et de toute façon, restez à l'écart de la dump zone, donc de la zone à nœud. Si vous tradez là-dedans, faudra vous attendre à des problèmes. Voilà. À des petits problèmes, en tout cas, c'est plus du jeu que du trading, puisque c'est du 50-50. Et après, je vous dis encore une fois, c'est du ressort de la chance, c'est-à-dire c'est comme du jeu à gratter. Si vous avez un peu de cul, vous allez gagner. Si vous n'avez pas de cul, vous allez perdre. Mais ce n'est pas comme ça qu'on base une stratégie d'investissement. Et c'est ça le trading. Voilà. Allez, donc pour le Bitcoin, on en a fini. On traite d'ailleurs une dernière chose. Donc voilà, on a cassé le plus bas d'hier. Donc évidemment, si on doit clôturer ce soir sous le plus bas d'hier, c'est qu'on poursuivra probablement demain. Donc la probabilité, c'est que par contre, aujourd'hui, on se stabilise et qu'on revienne clôturer dans le range d'hier. Donc le seul élément technique sur la stratégie daily que vous devez surveiller, c'est que ce soir, il vaudrait mieux qu'on revienne clôturer au-dessus des 8515. C'est ce qui permettrait de confirmer la forte probabilité d'avoir trouvé notre point A.
On continue. Le VIX. Alors, explosion du VIX hier. Voilà. Bon, moi j'ai un peu les boules, hein, parce que moi du coup j'ai pas racheté. Je l'ai mauvaise, hein, pourtant j'avais les alertes et tout ce que vous voulez, et je l'ai pas fait. Ce niveau de prix je vous l'ai donné et je l'ai pas acheté. Bon, voilà. Comment dire, je vous ai donné ces deux niveaux de support. Bon, ben voilà, on en a travaillé un, on a cassé les résistances. Bon, voilà, maintenant je pense que c'est trop tard pour rentrer dedans, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est pas grave, je prends ces gains à travers le S&P 500. J'aurais aimé les prendre sur les deux bords. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement que je vais mettre des extensions de la vague précédente pour trouver des targets potentiels à affiner pour vous si vous avez pris le trade. Ce trade, je vous l'avais donné, hein, donc normalement, j'aurais dû le prendre. Je n'ai pas fait mon travail. Voilà, donc je dirais que la target max se situera très probablement sur un 161,8. Voilà, donc je dirais 27 pour le VIX me semble être une target intéressante. Donc target 1 c'est fait, ces supports là ont été payés. Donc, tout ça on n'en a plus besoin, le stop ça n'en est plus besoin non plus. Donc le marché a bien payé. Le marché a bien payé. Quand vous voyez en daily, hein, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas tenu un VIX avec une clôture à la hausse. Voilà, je pense que cette résistance doit céder. Donc effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on va s'attaquer très probablement à venir chercher au minimum, voilà, je dirais 27, voire cette ancienne zone de décrochage. Donc effectivement, la zone des 29,10. Je pense qu'il est compliqué de rester acheteur de volatilité ensuite. Mais voilà, tout dépendra. Moi, je pense qu'on doit constituer un range, ce qui veut dire qu'on doit voir le VIX retomber légèrement. Maintenant, il faudra le racheter après. Moi, je pense qu'on est parti dans une pattern de crack où on va se diriger à terme avec un VIX en pleine phase de peur qui cassera les 50. Mais attention, encore une fois, et je vais l'imager directement sur le S&P 500. Voilà. Pour moi, la phase... Là, on atteint le TP1. Bon, moi, je l'ai déclenché hier quand on était par là, je ne sais plus, à 25. C'était 1625, un truc comme ça, ou par là. Moi, je crois que j'ai déclenché là, moi. Donc 2640, j'ai pris mon TP. On vient chercher l'objectif, donc ça veut dire qu'encore une fois, j'aurais pu laisser filer un peu plus. De toute façon, il m'en reste, hein, qu'on soit bien d'accord. J'ai pris un TP partiel. Hein. Donc objectif atteint, c'était l'objectif du trading neuneux. Maintenant, est-ce que je prends mes profits Oui, j'encaisse des profits. Est-ce que je sors Non, clairement pas du tout. Je pense qu'on a un très très bon potentiel vendeur derrière tout ça. Déjà, je pense qu'on ira plus bas ce matin. Voilà. Quoique. 1, 2, non, là, elle est là, à 3. Voilà. 3, 4. Qu'est-ce que j'ai foutu? Voilà. 3, 4. Et. Pourquoi j'ai plusieurs décomptes? Ah oui, ok. C'est plusieurs fois le même. Donc, bref, bon, celui-là, on peut le virer. Ok, on a donc trouvé très probablement notre 5 par là. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. On va regarder si on est bien venu chercher des niveaux d'extension. Bon, ça, on n'en a plus besoin. Alors, est-ce que notre vague 5 est tendue? On pourra aller légèrement plus bas ce matin, aller chercher une target à 2. Donc ça nous ferait une target à 2600, tout pile, tout poil. Donc voilà, en cas de poursuite baissière à 2006, possible. Voilà, tout ce que j'ai à vous dire. Donc le reste ne m'intéresse plus. Hop, hop, hop. Voilà, ensuite, donc comment on travaille dans ce truc-là? Maintenant qu'on a terminé notre impulsion baissière, on a donc notre schéma de vague à la baisse. On sait qu'on est dans une vague 1 du crack. Ok, on cherche une 2 pour faire 3, 4, 5. Celles-là, on les placera plus tard, hein, d'accord? Voilà. On discutera de leurs amplitudes relatives en temps voulu. Hop, donc on va supprimer le décompte des sous-vagues précédentes. On va passer ça en primaire, et voilà. Donc, notre schéma, c'est donc de trouver une vague 2, très probablement au contact de cette oblique. Donc, tout dépendra du temps qu'on mettra à consolider. On va spéculer comme d'hab sur un retracement de type ABC, parce que c'est celui qui arrive le plus souvent, mais attention, ça ne conditionne en rien le fait que c'est ce schéma qui sera utilisé.
Et comme on est dans un schéma de type retracement, attendez, je fais un peu de nettoyage sur mes graphiques. Comme on est dans un schéma de type retracement, on met bien évidemment nos retracements techniques. Alors, le retracement est une structure de range. Donc, techniquement, ça doit vous parler immédiatement. Donc ça, hop, on va mettre un trading nœud. Comme ça, on aura nos niveaux de retracement visibles. Voilà. Donc, je dirais soutien plutôt en zone bleue. Évidemment, on ne remontera pas là jusqu'à la zone rouge, mais on a nos niveaux de retracement. Moi, je dirais le 38,2 sera un niveau intéressant. Généralement, ce qu'on fait en fait dans une vague 2 à cette étape du crack, c'est qu'on retrace généralement rarement plus que 23 à 38%. Donc, que 38 à 50%. Donc, pour moi, ça donnerait une zone résistante par là, à shorter en point C, ou fin de conso, hein, si on a un triangle. Dans ce cas-là, la vague A vient ici, et ensuite on fait B, C, D, E, ok. Donc on attend, il faut regarder la structure de la première vague haussière, c'est ça qui va nous importer, ok. Si on doit avoir un ABC, la vague A ici ne doit en aucun cas dépasser 38%. C'est-à-dire que les 38 là doivent être absolument vendus en l'état. On ne peut pas avoir une vague A qui va au-dessus de 38%, sinon c'est obligatoirement un triangle. Et dans ce cas-là, notre vague A fera 50, et derrière on fera B, C, D, E. Okay. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Voilà, parce que si on fait ça, on active des retracements plus profonds. Si la vague A dépasse 38% de retracement, ici on arrive dans un setup de type trading nœud qui fait que le point B ici donne théoriquement un objectif ici. Ce qui, à mon sens, est quand même un peu loin pour le S&P 500. Voilà. Donc moi je dirais vraiment il ne faut pas activer le trading nœud. Donc on se sert de trading, enfin de ça comme des niveaux de retracement. C'est-à-dire qu'ici on place son stop loss au-dessus de ça. Et on va se positionner à chaque fois là-dedans, au sein de ce range, en sachant que tant qu'on n'a pas trouvé le point C et qu'on ne casse pas le point B, on ne peut pas valider la fin de la structure de conso et qu'on ne peut donc pas repartir en tendance baissière. Okay. Donc pour l'instant, patience, je pense que c'est le range qui a le plus de chances de se produire. Notez donc ces deux aspects techniques, l'oblique que vous avez donc ici, qui est, je pense, un élément chartiste que tout le monde a vu et que beaucoup vont trader. Donc je dirais que très très logiquement, on devrait retrouver notre point 2 très proche de cette oblique en termes de timing. Évidemment, si on a terminé la structure de conso type ABC à ce stade-là. Voilà pour les indices américains. Je vais regarder le DAX, mais ça doit être très très moche. Bon voilà, DAX, comme je vous l'ai dit, ça retombe, on va faire un nouveau plus bas. Donc il y a encore du potentiel baissier, gros breakout, on voit bien la structure qui a été cassée. Donc il n'y a pas de doute, hein. Quand je vous ai dit que le DAX, il était mal en point, il est mal en point. Maintenant, il fallait le vendre. Moi, je n'étais pas de ce bord-là, pour les raisons que vous connaissez. Donc moi je ne vends pas le DAX, mais là on a bien un breakout baissier, on est sur la phase qui pousse à la divergence, il y aura poursuite et terminaison de cette vague tendancielle. Par la suite, donc pour l'instant le DAX c'est une histoire qui n'est pas terminée. Donc patience, je dirais que le DAX se dirige probablement vers les 11 500. Je ne vois pas d'autres... voilà, ce support oblique là, je pense qu'on va le chercher. Maintenant, si vous vendez le DAX là, moi je cautionne pas ce genre de truc là. Hein. Voilà. Je ne peux pas du tout cautionner de vendre à ce stade d'avancement de la tendance. Maintenant, si vous faites du suivi de tendance et que vous voulez grappiller des miettes, c'est toujours possible. Mais voilà, moi c'est pas mon trading, c'est pas comme ça que je travaille. Donc ça m'intéresse pas. Le Hang Seng, voilà, no comment. Donc gros gavage, hein. Ça aussi j'ai vendu et avec de la conviction. Donc encore une fois, hein, moi je fais partie des gens qui ne vous disent pas, je vous dis pas ce que je fais au courant d'une tendance. Je vous dis ce que je fais avant que la tendance arrive. Comme ça, quand il y a la tendance, vous savez les suiveurs de tendance qui courent après le prix. Moi, je suis déjà dedans et je vous ai déjà dit à quel prix je suis rentré, combien j'ai mis de levier, quelle conviction j'ai. Vous savez déjà toutes les cartes. Voilà. Moi, le truc, c'est que c'est comme si je jouais au poker face à vous, sauf que je joue avec un jeu ouvert. Et je vous dis ce que je fais. Donc c'est quand même cool. Mais bon voilà, si derrière vous posez encore des questions, voilà. Bon, le Hang Seng, je vous ai dit que je le vendais avec une conviction. Le VIX, la dernière fois, je vous ai dit que je l'achetais. Les indices américains, je vous ai dit que je les vendais. Voilà, je veux dire, il y a 2-3 scénarios qui n'ont pas fonctionné. Et encore, vous voyez que le gold, ça y est, c'est en positif ce matin. Je vois que ça a pris 1%. Donc ça y est, le gold est déclenché à la hausse. J'imagine que du coup, mon dollar doit être un peu baissier, pas plus que ça.
Donc on va regarder tout ça ensuite. Mais voilà, moi tous mes scénarios fonctionnent bien. L'euro-yen, je vous l'ai donné hier, je l'ai vendu en cassure du support, pareil, ça a donné un gain. La UDNZD, ça tergiverse toujours, mais on est toujours en stabilisation. Donc si ça retourne chercher les résistances, je refous une grosse cartouche du siècle. Et le Hang Seng, voilà, moi c'est validé, stop break-even, et chaud devant, quoi. Voilà, et chaud devant. Et c'est pareil, c'est vendu levier, un truc comme ça. Hein. Donc vous dites là, ils ont fait moins 2,45 cette nuit, j'ai moins 2,45 en plus sur le compte. Hein. Voilà, ça, plus les 2,80 que j'ai pris sur le S&P. Donc voilà, c'est encore une très très bonne semaine. Hein. Voilà. Et encore une fois, moi je trade sans levier. Parce que ça va vous paraître ridicule hein, de faire 4-5% en un jour et de vous dire c'est énorme, alors que vous pouvez faire ça sur un trade si vous faites ça avec du levier sur vos bitcoins et autres crypto-devises. La différence, c'est que moi, je ne risque pas la banqueroute. Moi, j'ai plus aucun risque. Le risque zéro n'existe jamais, mais j'ai aucun risque quasiment de cramer mon compte. Vous avez un risque considérable de cramer votre compte, de par le risque que vous prenez avec un levier. Voilà. Moi, je prends vraiment un levier minime. Et quand je m'expose avec du levier, c'est que j'ai une énorme conviction et je trade avec un levier, quoi. Allez, 2, 3 maximum sur des actifs qui bougent pas plus d'1 à 2% par jour. Vous mettez du levier sur un actif qui dégomme plus de 10% de variation par jour. Autrement dit, vous tradez avec un levier 5 à 10 fois supérieur au mien sur un actif qui bouge 5 à 10 fois plus que les actifs que je trade. Donc en fait, vous avez un levier, c'est quasi 100 fois plus que moi. Donc évidemment, voilà, vous comprenez que votre risque de banqueroute, il est également 100 fois supérieur au mien. Voilà. Donc quand je vous dis que je fais des gains, c'est cool, mais voilà, moi je prends des gains durables tous les jours, et surtout, moi je ne mets pas en risque mon capital, ce qui n'est pas votre cas. Le Hang Seng, c'est bon, on en a parlé. Shanghai Composite, même chose, mais moi je ne target pas les deux. Hein. Moi je vends le Hang Seng, c'est celui qui me semble le plus faible. Une fois qu'on fracasse tout ça, là je vous ai dit, ici on va travailler la zone, et une fois qu'on fracasse le plus bas, on se dirige sans problème vers les zones de TP, où là j'encaisserai, et ensuite on aura fini la première phase de la peur, donc la phase de le fear mode du crack, c'est-à-dire que dès que vous verrez les gens paniquer et que vous entendrez parler de crack de marché sur les chaînes boursières, ou non, enfin au journal de 20 heures, vous saurez que c'est le moment d'encaisser vos profits et puis de laisser le marché remonter vers le mode espoir qu'il faudra donc bien évidemment revendre. Allez, on continue. Qu'est-ce que les 10 ans. Ok, donc ça casse les supports. Effectivement, c'est pas joyeux. Et bien belle invalidation là-dessus. Hein, voilà. Donc on va voir si ça se redirige au nord, puisque le support n'est pas cassé en l'état, et on a cassé la résistance. Donc on va voir si c'est cassure de résistance, repli profond vers le support et on remonte, ce qui est tout à fait possible. D'accord ? Ou alors, est-ce que ça c'est une structure qui fait dans ce cas-là une conso étendue de type WXY qui est là. Voilà. Et dans ce cas-là, on fait tac. Donc A, B, C, W, X. Ce qui ne me semble pas logique, hein, parce que là, pour moi, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5. Ça, normalement, c'est une vague de hausse. C'est-à-dire c'est une impulsion haussière. Donc, généralement, une impulsion haussière, ça ne correspond pas avec une poursuite de consolidation. Mais il est possible qu'on ait cette structure-là. Voilà. Dans ce cas-là, on aura un marché qui viendra chercher un WXY de l'ordre de 100 avec un maxi 127. Donc un support qu'on viendra chercher ici en vague très légèrement étendue pour trouver donc des prix plus intéressants. Moi je vous le dis immédiatement, hein. Donc mes taux, mon achat de taux, l'achat que j'ai fait sur les taux que j'ai fait en spéculatif ici par là en amont de la stat, la stat en amont du FOMC, bon, j'ai pris un risque, j'ai joué, j'en ai sorti que 50%, qu'on soit bien d'accord, il me reste une partie de mes taux. C'est-à-dire qu'en fait j'avais un stop là-dessous qui s'est fait déclencher ici, donc j'ai la moitié de la position qui s'est fait dégommer. Par contre j'ai un stop maintenant qui est ici sur le reste de la position, qui est sous ça, voilà, sous ce pic-là. Si on passe là-dessous, effectivement, je pense que j'aurais échoué sur mon scénario achat de taux. Si on devait se rediriger vers les résistances, il est clair que j'en remettrai une louche. Hein. Ce que je me suis fait stopper là, je le remettrai. Mais maintenant, il me faut un vrai dynamique haussier. Une vraie dynamique haussière. Pour l'instant, j'ai rien de tout ça. Donc, soit ça reste du bruit de range, et dans ce cas-là, j'attends qu'on aille chercher des extensions de ce range, ici vers la zone des 2,77 ou 2,73, on va dire, pour rejouer un renfort acheteur. C'est toujours spéculatif. Sinon, j'attends une cassure de la tendance, mais je reste exposé au taux, mais beaucoup plus marginalement que la conviction que j'avais
avant le FOMC, puisque le FOMC a fait baisser les taux. Donc c'est que je me suis quelque part un peu trompé dans mon timing, donc j'ai réduit largement la voilure, mais qu'on soit bien d'accord, je reste à l'achat des taux américains. De même que je reste à l'achat du dollar américain. Et pourtant j'achète également du gold. Voilà. Je tire un peu sur ces trois fronts, même s'ils peuvent paraître assez contradictoires. Le gaz, donc, qui arrive à échéance, qui continue de casser des supports. Donc, bon, bah, y a pas, là, il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Hein. Là, c'est purement un actif baissier. Donc là, il n'y a rien à faire. L'échéance va se faire en négatif. Donc, bah, l'échéance est le 26, on est le 23. Donc, on est en échéance mercredi. À moins qu'il y ait une réactivation soudaine et miraculeuse par invalidation de ce break. Ce qui est possible, hein, regardez ici, tente le break, boum, ça passe pas. On tente de poursuivre, on retente un break, ça passe pas une deuxième fois. Donc il faut voir, hein, mais pour moi, là, la structure en fait se fait en poursuite de 4, c'est-à-dire qu'on essaie de jouer là, et dans ce cas-là, on est dans une structure typique qu'on appelle la leading diagonal, d'accord, ça fait une structure 1. Attendez, on n'est pas parti de là par contre. Hop. On est parti d'ici, au point bas. Je vais y arriver. Bon, attendez, j'aime pas faire ça, donc on va basculer en 8 heures. Voilà. Ici, on voit un peu mieux. Voilà. Donc pour moi, la structure est assez classique. Donc c'est ici, on trouve un bottom, on vient chercher une vague 1, on fait une vague 2, tout ce qu'il y a de plus propre ici. Ok, on trouve une 3 très très longue, on vient chercher une 4, qui doit se faire au-dessus de la 2. C'est pour ça que pour moi, je ne pense pas qu'on puisse glisser ici. Le fait qu'on soit là, déjà, c'est très 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 loin. Mais je me dis, voilà, ici, on doit avoir une zone qui a accumulé du volume. C'est cette zone-là qu'il faudra probablement payer sur le N-Gaz. Vu qu'on est proche de l'expiration, voilà, je le tenterai quand même en achat pour qu'on ait une remontée en fin d'expiration, par exemple. Ce qui me fait peur, et ce que malheureusement j'ai tendance à croire que c'est ce qui sera le cas, c'est qu'on va venir terminer l'échéance ici et recommencer la nouvelle échéance avec un gap haussier. C'est le plus emmerdant des scénarios, c'est le plus chiant qui pourrait se produire, c'est-à-dire impossibilité de récupérer la phase avec un risque rassurément intéressant puisque ce se fera par un gap sur le rollover du contrat futur. Donc il faut voir ce truc-là. Moi je pense que c'est probable. Ce qu'il y a, c'est qu'on va placer des niveaux de retracement de notre vague 2. D'accord, voilà. Et vous voyez qu'on est dans la zone où il faut acheter. Hein. Donc le gaz, moi je vais en racheter. Hein. En fait, je vous dis ça maintenant, mais voilà, je rachète du gaz. Tout simplement, pour moi, on est en zone où c'est attractif pour le faire. Donc, attendez, je vais mettre l'amplitude globale du range. Est-ce que ça a plus d'occurrence? Oui et non. Je sais pas, j'hésite entre les deux là. Bon, je dirais ça, voilà. On va prendre l'amplitude totale du range en sa phase actuelle. Je dirais qu'on doit très probablement trouver un point 4 légèrement en dessous des prix actuels, donc très probablement sur l'échéance. Donc c'est sur le prochain contrat futur que l'intérêt d'acheter du gaz se présentera selon moi. Alors on viendra chercher une vague 5 très très étendue dans ce cas-là, et je pense qu'on viendra chercher ici un 50% de retracement. Voilà. Très sincèrement, c'est ce que je pense qui a le plus de chances de se produire. On va rectifier cette oblique ici. Voilà. Voilà comment je sens le truc. Voilà. Moi, il me semble qu'on va constituer ce machin-là, ou dans le pire des cas, un canal, c'est-à-dire que vous prenez 2, 4, et on viendra chercher le haut du canal. Donc c'est soit on vient chercher le haut du canal ici, on échoue, ok, soit... Après, voilà, ce qui me gêne, c'est que, de toute façon, là, vous voyez bien, sur ce UT 8 heures, on voit bien, en fait, je la trouve plus parlante au final. Là, on voit bien que c'est un marché plutôt acheteur, mais qui vient chercher son TP vendeur et qui va repartir haussier. Je me demande si, en fait, on n'est pas... c'est gênant, parce que la vague 2 est quand même allée sous la 1, mais sinon, ça nous ferait un truc comme ça, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, ce qui prendrait plus de sens en soi, et on aurait déjà terminé la structure haussière. Honnêtement, je vous le partage, mais je pense que c'est ce qui est... Ça me semble plus logique en termes de logique de prix. Dans ce cas-là, ici, on a déjà terminé la leading diagonale. Je vais regarder en termes d'extension ce que ça donne. Donc là, il faut qu'on ait minimum 127. Donc ce serait wave 5. Voilà, donc là, on l'a fait. On fait 127. OK.
Ça c'est validé. Maintenant il faut faire 127, 161 ici. Là on a fait 161. Bon, donc ouais, c'est bon. Ok, on est sur une leading diagonale ici. Alors elle n'est pas très propre dans le sens où on est allé plus bas ici. Mais ouais, pour moi c'est ça la structure. Donc ici on a terminé cette structure d'accumulation qui est une leading diagonale. On est en train de faire une vague 2 qui va précéder une vague étendue. Voilà, hop. Donc je me bouge, ça veut dire que j'en suis à une demi-heure. Donc vague étendue qui va suivre. Donc là on n'est pas du tout dans le même schéma. Donc on va prendre le point bas, le plus haut. On met nos extensions. C'est ce que j'avais déjà fait, je suis con. Donc alors attendez, je nettoie. Encore une fois, hein, j'espère que vous prenez ce que je vous donne là. Hein. Là, moi, ce que je vous donne, c'est du travail en direct. C'est-à-dire que comme je prépare pas ces émissions, là, ce que vous avez, c'est de la réaction à chaud. C'est vraiment comme ça que je travaille, hein, en fait, tout simplement. Donc là, je suis en train de travailler devant vous, quoi. Donc, effectivement, on est en zone trading neuneux, donc je dirais qu'il faut acheter légèrement plus bas. On va aller regarder ici, il doit y avoir un support, et c'est ce support-là qu'il faudra payer, que je vais acheter. Donc ça, on s'en fout. Voilà, pas de support ici. On a bien le momentum qui est en train de former sa divergence. Donc je dirais que dès que cette oscillation baissière du momentum est terminée, on départ pour une vague haussière. Vague qui sera étendue, donc il y aura un sous-décompte de type 1, 2, 3, 4, 5. Ok, et elle sera étendue dans le sens où elle ira chercher hop, au minimum 161 à 200, voire 261. Enfin, c'est le gaz, hein, donc une vague étendue, là, elle peut faire très très mal. Moi, je dirais en l'occurrence que là, en zone intéressante, 300... Ouais. Je dirais cette zone-là. Voilà, je dirais 300, 261,8, c'est la zone qui me semble... Enfin voilà, il y aura ces deux zones. Voilà, on va dire que je vais les traiter de cette manière-là, comme ça ce sera plus rationnel pour vous. Voilà. Moi, j'identifie ces deux zones. Je pense que ce n'est pas entre les deux qu'on a une chance de trouver un travail. Donc je dirais résistance là ou là pour venir terminer une structure de vague. Donc tout dépendra de la structure. Mais je dirais théoriquement comme ça, une vague 1 qui vient marquer ici le canal, la vague 2 qui retrace, la 3 qui pète le canal et qui vient chercher très probablement, soit la 3 s'arrête là, très peu probable pour moi, hein, dans une vague étendue. Voilà, et dans ce cas-là, je dirais un truc comme ça, en termes de structure, pour la vague étendue. Ok, voilà, mon schéma. Donc là, c'est bien leading diagonal. C'est ce qui me semble le plus probable ici. Voilà, ça a une justification assez logique à ce stade. Voilà, c'est-à-dire que là, on est probablement en train de trouver des prix très très attractifs sur le gaz qui devrait retrouver un joli petit directionnel à la suite de cette accumulation. Donc on terminerait une vague 2, donc dans ce cas-là, en termes de schéma de vague, ça nous fait vague 1, vague 2 à trouver ici, vague 3 terminée là, derrière 4 au niveau de la sous 4, et on va chercher une 5 qui ira donc casser le sommet, et ça continuera donc la connerie du gaz, qui sait toujours pas quoi faire, hein, qui va faire des plus bas toujours de plus en plus bas, des plus hauts toujours de plus en plus haut. Voilà donc le schéma entre guillemets que j'aurai à vous développer sur cet actif. Je vais vous le marquer en primaire, et dans ce cas là ça on va te descendre en minutes, voire minutes. Hop, voilà. Donc ça, c'est le schéma natif qu'on va mettre en plus grand. Voilà. Ok, allez, désolé pour ce travail, un peu salace, mais voilà. Ici, donc, une structure de type leading diagonal. Je vous partagerai le graphique sur TradingView après. Pour cette vague 1, donc je pense qu'on a une structure vague 2 qui retrace généralement 61-76,4, donc on est quand même dans la zone d'activation. Je vous ai dit, on va aller regarder sur l'UT inférieur, on retourne en horaire et on va chercher un support potentiel avec un prix intéressant à payer dans notre zone support, voilà ici. Donc je dirais 2,58 achat de gaz, même avant l'échéance.
Et vous voyez, bah voilà, de toute façon, je ne peux pas faire mieux. Hein. C'est la target du break. C'est là où, des fois, moi, je suis effaré de voir la beauté technique de ce marché. Voilà. Parce que là, c'est un indicateur. Donc, un indicateur, lui, il n'en sait rien de l'analyse que je viens de faire. Il n'en sait rien du tout et pourtant, il en arrive à la même conclusion. Donc, je dirais 2,58 achat de gaz avec un momentum divergent. Il faut absolument que le momentum soit divergent quand on arrive sur cette target. Et ça sera ça augmentera en tout cas les probabilités en notre faveur pour qu'on ne puisse pas valider ce break. Et dans ce cas-là, hop, ici, touc, rebond acheteur. Et je pense qu'il faut le jouer avant l'échéance. Voilà, parce que je pense, hop, ça ferait achat, on remonte et POC. J'aimerais qu'on termine l'échéance ici. On l'a démarré quand cette échéance? Le contrat fut clôture le 26, donc on avait dû clôturer même chose en mars. On avait dû clôturer là, le 23. Voilà, je pense. Donc ça voudrait dire qu'on aura fait une échéance à plat, mais complètement à plat, pure accumulation sur le gaz. Ça monte, puis ça baisse. Donc je pense que c'est vraiment ce qu'on a le plus de chances de voir. Là, ici, aller un peu plus bas, puis terminer l'échéance légèrement en positif. Je dirais que normalement, on devrait terminer cette échéance de gaz sur les 2,68. Donc je dirais, pouf, ça fait achat, échéance. On rachète immédiatement la prochaine échéance pour jouer donc un gros momentum acheteur bien salace. Voilà, évidemment, la cassure de cette oblique-là, d'accord, vous prenez la vague 1 dans son intégralité au sommet, enfin l'oblique 1-2 au sommet de la 1. Ici, dès qu'on casse ça, c'est vague étendue, c'est-à-dire qu'au-dessus de ce truc-là, il faut acheter pour faire monter les prix rapidement. Voilà. Allez, je me bouge le cul parce que là, du coup, j'ai pris un retard considérable. Alors là, ending diagonal, oui, non. Bref, non. Donc là, on est plutôt sur un gold. Donc un gold qui a fait une conso très spéciale d'ailleurs. Très 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 spéciale. Enfin, écoutez. Ça reste très... Ah bah non, ok, c'est bon, je l'ai ma structure. Alors elle est assez spéciale, parce que ça, c'est pas vraiment la forme d'une impulsion. Ah si, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. C'est moche, hein. Ok, donc alors, dans ce cas-là, je dirais qu'on a fini, on a trouvé notre point C ici, sur le 100%, en fait, on est venu le tester là. Donc voilà, je pense que ça a une régularité. Alors, on va se remettre 8 heures. C'est pas mal, voilà. Donc on avait fait ABC, on l'a terminé ici, on est bien haussier. Oula, bel exit sur le 8 heures, là, ça fait mal, hein. Donc là, je pense qu'on est reparti pour casser des résistances, effectivement, sur le gold. Donc il faut rester in, ça va monter dur. Là, on est en cassure de cette résistance, donc c'est plutôt bon, on est dans une vague 3. Voilà, le fait qu'on casse la résistance confirme pour moi le fait qu'ici on a trouvé une 1. On a fait une conso en 2 très longue, étonnamment, et on vient chercher ici une 3, 4, 5. Je vais vous me lasser les niveaux d'extension pour éventuellement commencer à se projeter sur des targets éventuels de cette vague 3. Ah ben, j'avais déjà fait mon job, comme d'hab. Non, pas bien. Alors, on recommence. Tac. Hop. Donc, je dirais effectivement un 200% minimum, voire carrément ouais, un 2,61. Vu la longueur de la conso, pour moi, c'est plutôt un 2,61. Et on cherche de toute façon une extension ABC de cette vague primaire. Je vais replacer un, voilà. Ok, allez, viens là. Hop, ou là, on cherche plutôt une vague C. Donc ouais, ça se situe plus haut. Donc je dirais effectivement une 3 qui a très probablement des chances de venir chercher 1404, une petite 4 derrière et une 5 qui vient chercher nos zones de target. Donc très probablement un 100 ou un 127. On verra, mais effectivement c'est plutôt dans cette zone-là moi que je considère la fin de ma vague 3. Donc je vais aller mettre en pause et racheter du gold. Hop, même chose, hein, on est dans une vague ici qui sera très probablement notre vague étendue. Donc quand on dit vague étendue, immédiatement vous vous dites hop, on prend notre canal au sommet de la 1. Voilà, vous voyez qu'on travaille le canal. Donc dès qu'on aura installé dès qu'on s'installe au-dessus du canal, c'est là où il faut être exposé avec du levier.
enfin du levier, oui, un levier si vous voulez, mais c'est là où en tout cas l'exposition doit être la plus forte pour suivre du coup la phase qui sera extrêmement tendancielle, puisque vague étendue et cassure du canal, c'est là où évidemment tout le consensus est bullish, où il n'y a plus un vendeur dans le marché. Donc dans ce cas-là, c'est là où le marché monte très vite, et c'est là où il y a très peu de risques en tout cas, donc c'est là où peu de risques, le levier est possible. Voilà, toujours pareil, les deux doivent être modulés en conséquence. Le levier que vous pouvez appliquer n'est possible qu'en conséquence d'un risque faible. Sinon, c'est que vous mettez du levier avec danger, et ça, je préfère vous dire que c'est pas bon signe si vous commencez à trader comme ça pour votre durée de vie dans les marchés financiers. C'est la première des choses à comprendre, que le levier est la conséquence d'un risque faible et pas l'inverse. Voilà, donc je dirais gold, plutôt haussier, mais là on arrive sous la résistance, donc attendre que ça se marque, et ensuite qu'on défonce ce truc-là. Donc moi ce que je viens d'aller faire là, c'est de mettre un achat sur le support, donc je vous donne mon prix, hein, j'achète vers les 1330 là. J'ai mis donc un achat ici et un deuxième achat un peu plus bas ici sur cet ancien support à 1317. Donc si on me propose ces deux prix, je les prends à l'achat évidemment, et ensuite je rajouterai un déclenchement en ordre stop. Une fois qu'on aura trouvé la résistance ici et qu'on aura acheté et qu'on reviendra chercher ce prix là, boum, voilà, c'est là où je déclencherai les ordres stop achat. Voilà, c'est là où je serai prêt à déclencher les cassures de résistance. Là, vous voyez, je pense qu'on a une résistance ici qui va se manifester juste au-dessus. Donc je dirais 1346. Allez, 1346,47 $ l'once, on devrait trouver une petite résistance, c'est le prix qu'on avait coté ici, là. Voilà. Je dirais qu'ici, il y a une très forte probabilité de trouver une résistance, donc ça fait hop, résistance, petit repli en deux vagues, soit ici, soit là, et on paye, et on y va, comme il faut ensuite, une fois qu'on casse ce point. Voilà. Là, en gros, si vous vous projetez dans des sous-vagues, on sera en train de terminer une 1 ici, on viendrait chercher une 2 soit là, soit là. Et derrière, on ferait 3, 4, 5, toujours le même délire, hein, ok, pour venir chercher notre point 3. Ok, voilà, moi je dirais que c'est ça le schéma qui a pour moi le plus de probabilité de se produire. Minute. L'émission d'aujourd'hui est longue, hein, mais en attendant, là, vous avez du gros contenu éducatif quand même. Donc j'espère que vous ne perdez pas votre temps, en tout cas que tout ça ne vous ennuie pas. Donc voilà, je dirais vague 1 proche de ce niveau-là à terminer très prochainement. Allez, on se bouge, l'euro-yen. Donc voilà, l'euro-yen à la baisse hier, profit déjà encaissé pour ma part, mais ça ira plus bas. Donc on est bien en break. Attention, hein, je suis un peu perplexe quant à ce break. Là, théoriquement, il nous dit qu'il est validé le break. Hein. Moi, je suis pas. Je pense que c'est un break de range. Donc, c'est un break qu'on va invalider. Le fait qu'on soit allé sous la target, tant mieux. Hein, voilà. Mais donc là, très clairement, on est basé dans ce schéma-là où on vient chercher un point B sous le point d'origine. Je vais y arriver. Voilà. Donc, on vient chercher un point B sous le point d'origine. Les targets théoriques se font sur du. Je ne sais pas pourquoi je l'ai enlevé d'ailleurs. Je l'ai enlevé hier en prenant le profit, je pense. Voilà. Donc on doit se diriger normalement à un point B ici. Donc ça veut dire légèrement plus bas encore. Donc peut-être terminer ce break dans ce cas-là. C'est-à-dire hop, on remonte un peu et on rebaisse. Dans ce cas-là, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5. Okay, qui aura fait un A, B, C. A, B, C, A, B, C. Et donc suivra un 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 flat. Alors, ça, on s'en fout. Ok, on a notre cadre. Enfin, je suis en train de construire le cadre technique. Hein, voilà. Donc, notre cadre technique, si on trouve notre point B ici, ça nous fera un. Ça, c'est quoi ce merdier? Ok, ça, on s'en fout. Voilà, donc ça nous fera soit ici un flat, running flat, soit ici. Voilà, donc ça nous fait soit ici flat, running flat, pardon. Donc running flat ou extended flat. Donc ça fait C, position alternative du point C. Rappelez-vous qu'à la base, on avait donné cette zone à vendre, les 132,50, 133,50. Donc on peut très bien aller faire
le flat extended. Ça ne me surprendrait pas plus que ça. Maintenant, on est dans un marché qui est tellement baissier que le running flat prendrait également tout son sens. Donc là, j'ai qu'une seule chose à vous dire. Attendre qu'on vienne là, sur l'euro-yen. Je vais mettre là, voilà, add alert. Et add alert. Et en fait, ce qu'il faudra vérifier, c'est le décompte des vagues. Ok, il faut absolument, si on fait 5 vagues ici, vendre 100%. Déjà, il faut attendre qu'on vienne chercher le point B. Là, en l'état, sinon c'est un flat, tout ce qu'il y a de plus flat. Hein. D'accord, là, on serait juste sous l'objectif. Donc là, voilà, allez, je vous donne des éléments de chartiste techniques pour, encore une fois, que vous ayez des schémas dans vos têtes pour que quand le prix fait quelque chose, vous sachiez, vous ayez anticipé ce scénario-là, vous savez déjà dans quoi vous projetez. Donc, si on n'arrive pas jusqu'ici et qu'on remonte dans ce cas-là, on aura un point B au niveau. Alors, pardon, hop. Dans ce cas-là, le point B se fera au niveau du point A, d'accord, quasiment, enfin au niveau du point d'origine. Dans ce cas-là, on aura évidemment un point C qui se fera au niveau du point A. Et c'est ce qu'on appelle un flat-flat. Voilà, un flat-flat, ni running, ni extended. Donc un flat-flat. Un flat standard, ça fait A, B, C, double top, on casse le support et on repart à la tendance baissière. Donc patience, voilà, c'est les trois scénarios. Il y a cette zone-là à surveiller. Si on devait se retourner ici, comment on valide le bottom ici? Il faut repasser au-dessus du niveau de breakout. Donc si on revient chercher 130,21, voilà. Donc lorsqu'on revient chercher ce prix-là, vous savez que là, donc EUR-JPY, scénario flat. Voilà. Et si on vient chercher ça, EUR-JPY, scénario flat extended. Un scénario correction. Étendu. Voilà. Tous les schémas sur l'euro-yen. Pour l'instant, ici, moi, je dirais patience. Voilà. Hier, moi, j'ai simplement joué la cassure, hein, c'est-à-dire que je suis rentré ici, là, quand on avait marqué le support, quand on est revenu le chercher, vente euro-yen, je l'ai pris, je l'ai laissé filer 1 heure, j'ai vu qu'il y avait un gain, je suis allé me coucher, et j'ai encaissé. Là, UDNZD, voilà. Donc là, même chose. Hein. Si c'est baissier, ce truc-là, je ne sais pas où on va. Si c'est haussier, ça va faire très mal. Là, on est boule contre bear, voilà. Donc celui qui cède donnera une nouvelle tendance. Une tendance baissière dans la UDNZD, je ne vois pas, je ne comprends pas. Vraiment, hein, je ne perçois pas le moindre sentiment baissier de cet actif-là. Mais voilà. Dites-vous un truc, hein, quand on va sortir d'une accumulation pareille, ça va être un monstre de tendance. Donc soit la tendance ici est baissière, je me suis trompé. Et clairement, je me serais bien planté hein, dans ce cas-là sur la UDNZD. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, on revient là et on casse le plus bas. Voilà. C'est-à-dire que là, derrière la UDNZD, on passe sous la parité et c'est une vraie tendance baissière dans ce cas-là. Possible. Possible, hein, un scénario de trading, ça ne veut pas dire que vous allez avoir raison. Malheureusement, j'ai une très forte confiance et quand je vois ça, ça ne me laisse pas à penser qu'on va casser le plus bas. Donc je dirais vraiment à UDNZD, ça pue le piège. On travaille cette zone et puis d'un coup, quelque chose va débarquer. Je vous le dis comment je le sens, hein, historiquement par rapport à ce que je connais de mon expérience de marché. Alors évidemment, c'est au doigt mouillé. Vous ne pouvez pas trader un truc pareil, on soit bien d'accord. C'est un scénario que j'ai en tête. Je prends un risque parce que j'ai l'expérience qui me permet d'avoir de fortes probabilités qu'on soit dans ce cas-là. Maintenant, je vous dis, si vous tradez à travers ma conviction, vous allez faire des bêtises. Donc, vous ne faites surtout pas ça. Ne me suivez pas sur ce truc-là, qu'on soit bien clair. Vous ne vous dites pas, ok, Phil le fait, donc je le fais. Non, non, pas du tout. Soit ce break est valide, on est en tendance baissière, je me plante et je vais prendre une perte conséquente, hein, parce que je vous dis, j'ai quand même du levier sur la UDNZD, un levier supérieur à 1. Hein. Donc là, ça veut dire que si ça baisse, je vais me faire dégommer encore sur le compte. Hein. Voilà. Je stopperai en max drawdown quoi qu'il arrive. Il me semble que le max drawdown, pour moi, il va être par là. Ça veut dire que j'aurais perdu 2,5% de capital après avoir déjà encaissé des petites pertes. Hein, voilà. Donc ce sera un gros raté sur ce scénario-là qui m'aura coûté, je pense, 3,5% de pertes. Par contre, je vous dis, si le scénario se lance, je vais prendre 20% dessus. Donc je peux me permettre. Voilà, c'est ça le truc. Historiquement, ce genre de marché est un marché qui fait un piège. C'est-à-dire que ce marché-là, il va probablement tenter une cassure, mécher, c'est-à-dire qu'il n'arrivera pas à casser ça.
mais il va mécher. Voilà, il va me faire POC, POC, et derrière, il va gaper à la hausse. C'est typiquement comme ça que ce genre de marché font. C'est-à-dire là, il va faire gros piège baissier, ou alors là, il trouve un catalyseur ou quoi que ce soit, et d'un coup, il repartira à la hausse. C'est un marché, en fait, qui, d'un coup, va ouvrir la vague 1 comme ça. C'est-à-dire qu'il va d'un coup, pouf, il va vous ouvrir au-dessus des résistances. Hop, voilà. Ces marchés-là, typiquement, ils font comme ça. C'est-à-dire que là, d'un coup, il y a un catalyseur ou il y a un machin qui va faire sauter le marché, et en fait, d'un coup, il va vous faire ça. Et vous n'aurez pas le prix en vague 1. Okay, c'est-à-dire qu'en fait, on a tellement travaillé cette zone qu'elle va très probablement être extraite par le haut. C'est très très rare en fait d'avoir des gaps en vague 1. Ça n'arrive quasiment jamais, sauf sur ce genre d'actifs-là. Voilà. Dans ce cas-là, on viendra retester le gap en vague 2. Et derrière, vous aurez l'extraction en 3 extrêmement rapide. Ok, donc c'est ça le type de schéma que vous avez sur ce truc-là. C'est-à-dire que le prix là qu'on est en train de voir maintenant, soit vous l'achetez agressivement, soit vous ne l'aurez pas. Je préfère être franc, voilà. Soit vous ne l'aurez pas. Et malheureusement, historiquement parlant, voilà, c'est plutôt comme ça que ça se construit. Et j'ai tendance à penser que là, bah, voilà, de toute façon, vous prenez votre canal. C'est pas, je viens de le supprimer, c'est celui que j'avais là. Voilà. Prenez votre canal, vous dites, tant qu'on est là-dedans, c'est pas baissier. C'est pas baissier et le marché attend juste une raison de monter. Et le jour où il montera, il ne s'arrêtera plus jamais. Enfin, plus jamais, il ne s'arrêtera pas avant un an de hausse. Et un an de hausse sur la UDNZD, avec une forte tendance dans une vague étendue, ça va péter toutes les résistances qu'on aura en face de nous. Donc voilà, mon schéma sur la UDNZD. Je reste prudent, mais j'ai clairement pas envie de sortir tout mon levier. Voilà. Si je dois me faire stopper, j'en garderai toujours un peu de la UDNZD, parce que je sais que c'est un marché qui va très probablement décoller d'un coup, il vous préviendra pas. Il faut être dedans. Il faut être dedans, ou alors je me suis complètement planté, mais je me ferai stopper sur du max drawdown. Je préfère rester accroché à ma conviction. Après, j'ai une stratégie qui fait que si j'ai perdu plus de 2,5% de capital dessus, je fermerai la position, quoi qu'il arrive. Mais j'y crois pas. Voilà. Je pense pas, je pense que ce marché est en train de faire un gros piège. Et en plus, je vous dis, on est venu échouer sur des niveaux de retracement. Enfin, moi, je n'ai pas la moindre conviction baissière sur ce truc-là. Je pense vraiment que c'est un marché qui fait tout pour piéger un max de vendeurs. Voilà, on est pile poil sur le 61,8. Je vois pas comment le marché peut prendre ça. Je vois pas. Voilà, pour moi, ce niveau-là ne peut pas être pris à la vente. Donc je vois pas la nécessité. Voilà. Maintenant, encore une fois, je peux me tromper. Si ce niveau cède, j'ai pas de support dessous. Donc c'est vraiment une tendance baissière qui va s'installer et malheureusement, bah, derrière, je devrais probablement donner mes stops. Sauf si je vous dis, voilà, moi je ne donnerai pas mes stops juste parce qu'on vient chercher ce prix-là. On peut très bien venir mécher et derrière repartir toute balle haussière en contre-pied. Donc je ne sors pas mes stops, sauf si je suis pris en max drawdown. Par contre, si on fait plusieurs clôtures daily là-dedans, voilà, j'accepterai. Hein. J'accepterai sans problème de lâcher. Là, il faut repasser au-dessus du 50%. On repasse au-dessus de ce truc-là. C'est le scénario à UDNZD qui est validé. Voilà, on repasse au-dessus de ça. Il faut cartoucher la UDNZD, c'est qu'on sera parti dans une tendance haussière. Allez, le dollar index rapidos, voilà. Donc moi, je reste à l'achat du dollar. Hein. Fuck off. Je m'en bats les couilles. Je pense que ce marché est acheteur et je reste acheteur. Voilà, donc la Fed, le FOMC, break, raté, on revient chercher le niveau de break, on invalide tout ça, on part à la hausse. Donc je reste acheteur de dollars, même si je reste acheteur de gold. Voilà. Mais je reste acheteur de dollars. Voilà, quoi d'autre à vous donner? Alors, bon, ben voilà, Tesla s'est passé vendeur, donc moi j'ai vendu de toute façon. Voilà, on est sur le support. Aujourd'hui, probablement ouverture en gap baissier pour Tesla et cassure de ce support à venir. On est dans une vague étendue de vague 3, donc c'est ici que le max de gain va se produire. Pour moi, Tesla, ça ne s'arrête pas avant 240 $. Ça veut dire moins 20% sur Tesla à venir dans les prochains jours. Et aujourd'hui, on devrait avoir le décrochage baissier en gap que j'attends donc depuis longtemps. Là, il est logique de voir gaper Tesla. Hein, voilà. Donc ça va se dégrader très rapidement sur Tesla et c'est ce que je veux voir. Nvidia, est-ce que je le cartouche ou est-ce que je cartouche pas?
Je reste patient. On va voir Nvidia, même chose. Nvidia, si ça devait gaper à la baisse, je short, enfin je renforce. Voilà, ça veut dire qu'on a un flux vendeur. Maintenant, je veux voir un gap se produire sur Nvidia. Il n'y aura pour moi pas de TP avant qu'on ait cassé ce bottom là sur Nvidia. D'accord, je parle d'un marché qui devrait craquer. Donc je dirais voilà, vague 3, 4, 5 serait mon schéma sur Nvidia. Donc ici, ça nous ferait un 3. Voilà. Ça nous ferait 3 de 618. Tout ça, on s'en fout. Hop. Voilà. Donc, arrivé à un 618, on se met break-even. Ici, hop, dès qu'on casse le 1,618, je remets un renfort et ici, j'encaisse les profits. Ok, voilà le scénario donc sur Nvidia. Là aussi, chute de 17 et quelques %. Et ensuite, on passera aux choses sérieuses. Si on est vraiment dans un crack, ça ira plus bas. D'accord? Si on est vraiment dans un crack, on aura une petite 4 très fine et on aura une 5 qui viendra péter ce dernier support. D'accord? Si on est dans un crack, c'est comme ça que ça se produira. Si on s'arrête ici et que le marché remonte, c'est qu'on n'est pas dans un crack. Voilà, c'est possible. Hein. Attention, il ne faut pas vendre la peau de l'ours trop vite. Oh putain, moins 5% sur Boeing. Oh là là, la cartouche de Boeing. Ok, alors Boeing, donc vague 5 trouvée ici. D'accord, là on ne peut pas faire autrement. On est bien ici sur une vague 4 et une vague 5, donc c'est pas du tout ça. Ok, le schéma n'est pas du tout comme ça. Ici on a trouvé une vague 5. Là on est en train de gaper à la baisse, donc on a une vague étendue. Donc le schéma n'est pas du tout ça. Le schéma c'est 1, 2, 3, 4, vague 5 étendue. Cartouchage de Boeing en route. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vends Boeing. Donc Boeing, on part sur une vague 5 étendue. Ici, on vient chercher les niveaux d'extension immédiatement. Hop. Et hop. On va minimum 161,8. Ça nous ramène sous ce support-là. Et sinon, carrément, 2,618. Voilà. Ça nous ramènerait sous celui-là. Donc s'il y a crack de Boeing, attendez, je regarde ce que ça fait en termes de capi. Ça fait moins 20, donc ça fait vraiment moins 20 sur tout le monde. Donc on serait vraiment sur un crack de marché américain. Attendez, ce qu'on va faire, c'est que là, on va éviter de faire n'importe quoi trop vite. On va dézoomer un peu le graphique. Voilà. Ce qu'on cherche, c'est un crack daily. Donc là, normalement, on doit basculer sous ce support-là. Si c'est bien un crack, non, attendez, tac, oui, si, on doit basculer ici. Donc ça fait 250 $ à vendre sur Boeing. Voilà, bah c'est ça. Donc je dirais 2,61, 3. Là aussi, pour le crack. Donc ici, premier support. Non, c'est pas ça que je veux. Je dirais ici, zone de support à prendre en profit sur Boeing. Même chose ici. Hein. Donc pouf, on vient ici, trade à break-even, petit rebond. Dès qu'on casse ici, on remet un ordre et ici, on sort tout. Ici, il faut matérialiser un petit support de court terme. Hein, c'est-à-dire, hop, ça doit remonter un peu. Et quand on retombe, c'est là où il faut renforcer. Donc Boeing à la vente. Allez, c'est parti. Je rajoute ça en portefeuille. Donc moi, je cartouche toutes les actions américaines, hein, toutes celles que j'avais en profil. Comme d'habitude, hein, je vous dis, la différence entre un mec qui va réagir, c'est un mec qui n'aura pas prévu son scénario. Moi, là, tout ça, c'est prévu. Ça fait des semaines que je vous dis, je surveille les actions américaines. Et si j'ai des signaux négatifs, je ne vais pas... Voilà. Je peux me permettre de vous le dire là parce que c'est déjà matérialisé, c'est déjà un schéma que j'ai dans ma tête depuis un moment. Là, on a bien pile poil un schéma A, B, C, enfin 1, 2, 3, 4, 5 qui va sur une 5 étendue. Il y a le gap au début de la vague 5. J'ai tout qui m'indique à penser que là, Boeing va casser ses supports et ça va faire très mal. Voilà. Et là, il n'y a aucun soutien. Ici, ce ne sera pas un soutien puisqu'on a un marché qui est très probablement en train de craquer. Donc je vous dis, Boeing, c'est mal barré. Voilà. Boeing, c'est parti pour faire très mal aujourd'hui. Donc je m'attends à une poursuite baissière du marché américain. Là, quand je vois que toutes les grosses capis sont parties pour faire mal, en tout cas là, tout repli. Voilà. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que dans une vague étendue, le gap n'a pas nécessité à être refermé. Donc ce gap-là, on peut le garder ouvert. Maintenant, aujourd'hui, on peut, sur le support, ça ne veut pas casser tout de suite, on revient tester la résistance, on revient tester le gap, et on fait une sous-vague 1, 2, et ensuite on y va. Donc ne vous dites pas qu'on ne va pas nécessairement ouvrir tout de suite à la baisse sur Boeing. Mais moi, c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Là, je vais aller me mettre en intraday très court terme, je vais aller regarder et identifier les supports et les résistances de la séance d'hier. Ah d'accord, donc on est à 1 heure d'émission. Bon, tant pis, mais au moins j'ai un beau contenu aujourd'hui. Je remets en pause, je vais regarder où on en est en pré-market sur Boeing. Ok, donc Boeing est allé jusqu'à 317 en after hour, en after trading, donc on est allé légèrement en dessous.
mais pas suffisamment pour basculer sous le support, si je m'abuse. 317. Ah si, voilà. Bon, donc Boeing a déjà, voilà, est venu chercher le prix du bottom ici en aftermarket. Donc, très probablement, effectivement, un support qui va être recherché aujourd'hui. Voilà, de toute façon, Sinewave nous le confirme. Donc là, on est plutôt sur la fin d'une vague baissière. Donc je dirais, attention, voilà, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5. Donc s'attendre à un retracement en deux vagues aujourd'hui. Marquage du support, hein, donc on devrait probablement ouvrir sur ou très légèrement sous le support, donc 317. S'attendre à une remontée en deux vagues, A, B, C, je pense, retest du gap, voire clôture du gap, possible. Pas nécessaire, hein, voilà. La clôture du gap n'est absolument pas nécessaire. Le stop doit être placé au-dessus des 345 $. Donc après, vous vous mettez en fonction du risque que vous voulez mettre sur ce trade. Moi, je vous dis honnêtement, je pense un truc comme ça. Je vois difficilement comment on pourra dépasser ce truc-là. Donc je dirais un truc comme ça. Moi, je vous donne mon prix à vendre aujourd'hui, Boeing, 330, 340 $. Allez, entre 330 et 340 $ avec un stop au-dessus de 345 pour vendre Boeing. Donc ça fait un stop de 5%. Donc moi, ça ne peut être vendu qu'avec un levier 0,5. Donc j'en vendrai pour une vingtaine de milliers d'euros à peu près, pas plus. Voilà. Ça me semble risqué quand même de vendre plus que ça. On est sur une vague très spéculative. Je vous rappelle qu'on cherche la première vague du crack, donc c'est une vague que seulement les spéculateurs prendront. C'est une vague où en fait les acheteurs sortent. C'est pas vraiment une vague pour les vendeurs. Il n'y a que les spéculateurs agressifs qui peuvent récupérer cette vague. Donc ne risquez pas tout votre capital là-dessus. Moi je vous dis, j'ai 50 000 € de capital. Bon, avec les gains de l'année, là je suis plutôt déjà en avance là-dessus. Je suis plutôt pas mal cette année. Mais voilà, je mettrai que un 20 ou 25 000 € à la vente, donc ce qui n'est pas cataclysmique, sachant que sur Tesla, je suis plutôt à 40 000 là, et Nvidia, je suis encore à 25 000, mais je vais renforcer aujourd'hui. Donc voilà, en termes d'exposition, Boeing sera celle sur laquelle je vais m'exposer, mais pas le plus fortement. Voilà. Ce sera la moins exposée des prochaines capitalisations. Donc voilà, je pense qu'on part sur un crack du marché américain. Un cracounet en tout cas dans un premier temps, et on verra comment réagiront les datas et les banques centrales à ces grosses baisses sur le marché action. Encore une fois, il y a ceux qui vont courir après les prix, qui vont vous dire ça baisse, et il y a ceux qui les auront tradés depuis un bon moment. Et c'est là où vous verrez la différence entre les analystes, les traders à faible risque et les traders à haut risque. Et vous comprendrez pourquoi on prend des risques, mais on ne les prend pas pour n'importe quoi. On les prend pour prendre des gros gains. Là, les traders en suivi de tendance, ils sont rentrés hier. Hein. Voilà, moi, je suis rentré il y a 3 jours et je suis bien tranquillement installé, alors qu'eux, ils ont un peu plus de risques. Voilà. Donc, Boeing, c'est mon trade du jour. Renfort à venir également sur Tesla en cas de gap baissier. Le gold aujourd'hui qui valide avec des renforts à positionner sur les différents supports en retracement. Je surveille le dollar, je surveille bien évidemment la UDNZD, j'attends ce décollage avec impatience, et l'euro-yen, toujours pas intéressant pour ma part. Voilà, bonne journée à toutes et à tous, et bon week-end à lundi. C'est donc une semaine cataclysmique qui va probablement se clôturer tout en bas. Attendez-vous à un week-end chargé, et j'ai même envie de dire, attendez-vous à un crack lundi matin. Voilà. Ça pue le Black Monday, hein, donc attendez-vous à ce que lundi matin, on ait probablement une séance à -5. Hein, voilà. C'est tout à fait possible, ou alors un gros gap en ouverture lundi matin. Ne restez bien évidemment pas avec des positions à l'achat overweek. C'est un conseil débile, mais on ne sait jamais. Si vous vous amusez à jouer des petits replis contre tendance en vous disant j'achète un peu, si on clôture tout en bas la semaine, c'est probablement un Black Monday qui débarque derrière. Donc ne tenez aucun achat overweek. Voilà. Allez, je prends 5 minutes pour répondre à vos questions, évidemment, et ensuite on termine. Allez, c'est parti. On part sur les questions. Alors, 90% des altcoins disparaîtraient donc dans peu de temps, si j'ai bien suivi, jour-semaine. Ça fait très apocalyptique comme scénario pour un marché qui naît à peine. Oui, mais c'est ce qu'on appelle la phase de purge dans un marché. Je suis désolé de t'apprendre ça, mon cher Domi. Mais c'est comme ça que ça s'est produit alors attends, je vais quand même regarder tes trucs. Si on regarde l'éclatement de la bulle Internet, je vais aller regarder, hein, c'est intéressant. Voilà. Ok, alors je ne vois pas l'intérêt, mais effectivement, si on prend la parallèle, il faut te dire un truc. Là, c'est la phase où il y a eu les faillites.
les premières faillites, d'accord, d'entreprises .com qui avaient été surcapitalisées et qui ont fait n'importe quoi avec leurs capitaux. Ici, il en restait plus que 5%. Voilà, même pas, hein, moins de 5%. Hop. Donc moi je te maintiens, hein, je maintiens absolument. Pour moi c'est mort, hein. C'est un marché sur lequel il faut pas du tout être investi aujourd'hui. Je sais que vous aimez ça, je sais que ce que je vous dis ça vous plaît pas. Mais encore une fois, moi c'est mon métier. Vous apprenez ce métier, ou en tout cas vous jouez, ou vous êtes en train d'apprendre le métier. Encore une fois, moi je ne vous dis pas ce que vous devez faire, mais tout ce que je vous dis, c'est que moi je vous dis ce que je pense. Si vous êtes investi sur des altes aujourd'hui, ça craint pour vos gueules. Voilà. Surtout si vous y avez mis du levier ou du capital. Ce sont tous des Ponzi en puissance et vous ne savez pas lesquels de ces Ponzi survivront et lesquels s'effondreront. Donc, par définition, pour moi, ce n'est pas de l'investissement, c'est de la spéculation pure. Et si vous avez compris le principe de ce que j'essaie de vous inculquer depuis des semaines, voire des mois, on est dans un schéma de marché en période de crack post-phase spéculative. Donc, spéculer à la hausse dans un marché qui craque après une bulle spéculative, vous n'êtes pas dans le bon timing. Voilà. Vous n'êtes carrément pas dans le bon timing. Ceux qui font de l'argent sur les altes, ce sont ceux qui les ont achetés pendant les phases ascendantes. Maintenant qu'on est en phase baissière, tout le monde distille. Et évidemment, on verra bien derrière qui a acheté une vraie capitalisation et qui a acheté un Ponzi. Et je vous dis, vous n'avez aucune possibilité de faire la différence. Pour shorter le Bitcoin, je le fais via des CFD. Mon compte professionnel est pour l'instant chez IG et va pas tarder à bouger chez un autre broker qui s'appelle Active Trade. Penses-tu que la fin de la plupart des alts pourrait emporter dans leur chute certaines plateformes type Binance, Poloniex, peut-être? J'en sais rien. Moi, tout ce que je dis, c'est que c'est la phase de purge. Donc, en fait, c'est là où on va garder les solides, ceux qui survivront et qui seront des références dans le prochain cycle économique. Ça pourra être Binance, Poloniex, Coinbase, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que, voilà, pour moi, Binance, ça me semble assez capitalisé, assez solide, ça devrait survivre. Coinbase, pourquoi pas, Poloniex aussi. Voilà, je n'en sais rien. Je ne suis pas visionnaire. Bon, ça, on va pas... De toute façon, tu t'appelles Master Troll, donc on va même pas lire ton truc. Merci, salut. Pourquoi BTC Euro mèche beaucoup plus large que BTC USD? C'est jamais comme les plateformes ne prennent que l'euro, je me fais mêcher et sortir, alors qu'avec les mêmes stops traduits en dollars, je serais resté. Alors ça, c'est un des problèmes. Déjà, moi, ce qui me fait halluciner, c'est que le Bitcoin n'a pas une cotation officielle, il y en a des dizaines, et ça dépend de ta plateforme, ça dépend évidemment de la devise vers laquelle tu l'échanges. Moi, je pars du principe, et je vous l'ai toujours dit, moi, je ne veux pas être investi en Bitcoin. C'est-à-dire que moi, je veux que mes profits soient réalisés en euros ou en dollars, en tout cas dans la devise de mon compte. C'est pour ça que je trade via CFD. Je ne veux pas stocker mes gains en Bitcoin. Voilà, je ne veux pas avoir un wallet Bitcoin et que mon gain, qu'il soit à l'achat ou à la vente de Bitcoin, soit rémunéré en Bitcoin. Sinon, c'est complètement con. Moi, je n'ai pas confiance pour l'instant dans le Bitcoin. J'aurai confiance quand il aura survécu au crack. Je pense qu'il le fera, mais en attendant, pour l'instant, je ne veux pas de wallet Bitcoin. Donc, pour l'instant, patience. Donc, moi, je trade en CFD. C'est un choix personnel. Évidemment, vous ne pouvez pas faire de court terme. Vous ne pouvez pas scalper en 5 minutes avec du CFD, vu qu'il y a $30 de spread. Alors ensuite, à chaque analyse, il y a un truc qui tombe, une façon de nous confirmer un pair assez violent à venir de façon dissimulée. Chaque analyse, il y a un truc qui tombe. Je ne sais pas. Alors je ne vois pas à quoi tu fais référence, c'est pas grave. Bonjour Phil, statistiquement, quelle est la probabilité du crack chinois? Peut-on envoyer une date butoir critique sur tes charts? Alors si vous me posez des questions sur les dates, je ne peux jamais vous répondre. Je ne suis pas magicien, je ne maîtrise pas le timing et je vous dis toujours, le timing, c'est la chose la plus difficile à maîtriser dans le marché. Donc non, je n'ai aucune idée de la date. Est-ce que statistiquement, quelle est la probabilité d'un crack chinois avec la séance de cette nuit? 80%. Ne changez rien, ne vulgarisez même pas. Ça, on prend plein la tronche. Voilà. Je n'ai aucune intention de vulgariser. C'est justement le but. C'est comme ça que moi, je me différencie des autres. Les autres vous prennent pour des imbéciles et ils vulgarisent leur travail pour que vous puissiez le comprendre. Moi, je n'en ai rien à foutre que vous compreniez ou que vous ne compreniez pas. Moi, je fais mon boulot et je vous tire vers le haut. Si vous trouvez ça trop compliqué, soit vous travaillez dur et vous y arriverez, soit vous en allez et vous trouverez votre bonheur ailleurs chez ceux qui vulgarisent. Je n'ai pas dit que j'avais raison. C'est juste, moi, c'est comme ça que je différencie mon positionnement vis-à-vis du reste de ce marché, de la formation et du partage, entre guillemets, autour du trading. Voilà.
Alors, les repos, quel impact général? Ça, on ne peut pas parler du système repos là aujourd'hui parce que c'est un système trop complexe. Mais pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est le repos, c'est donc le système de repository et reverse repository, qui sont en fait les achats et ventes de la liquidité qui permet au taux de rester bas. Et donc, en fait, la Fed, c'est ça qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle essaie de maintenir ce système de repo et reverse repo. C'est-à-dire que quand d'un coup, il y a trop de gens qui demandent à être payés sur ces liquidités, c'est un marché parallèle, en fait, qui permet de stabiliser les taux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un marché qui a une liquidité hallucinante parce que c'est sur ce marché-là que la Fed joue depuis qu'elle est sortie, enfin depuis qu'elle a lancé les QE, et en fait depuis qu'elle est sortie des QE, c'est là où elle intervient de manière absolument dramatique et complètement exponentielle en donnant de la liquidité au marché, enfin à ceux qui interviennent sur ce marché du repository. Donc il faut faire attention, voilà, c'est une bulle énormissime en puissance qui en termes de liquidité, comme je vous dis souvent, tout le monde parle des QE, pour moi les QE c'est la surface de l'iceberg, c'est la partie visible de l'iceberg, le système repo, reverse repo, c'est tout ce qu'il y a en dessous et qui soutient l'iceberg. C'est ce qui fait qu'il flotte. Parce qu'un iceberg, il flotte pas parce que voilà, un iceberg, il flotte parce qu'il y a suffisamment de glace et légèrement d'air dans cette glace, mais qu'il y a une masse énorme de glace qui permet dessous de soutenir le poids. Donc voilà, c'est exactement le système de l'iceberg. Le problème, c'est que tout le monde tape sur les QE, personne ne comprend le système du repository de la Fed, et malheureusement, c'est là que le problème se situe. Votre avis sur l'impact d'une crise financière morale sur le marché des crypto-monnaies? J'en sais rien. Je vous l'ai dit, la monnaie, c'est un système de confiance. C'est-à-dire que si demain ça devient tellement la merde et que les banques centrales sont pointées du doigt et que le peuple veut couper des têtes, ce qui est souvent le cas, hein, voilà. C'est-à-dire que en général, quand il y a une crise économique, si elle se passe pas trop mal et qu'elle ne migre pas vers l'économie réelle, pas de souci, je pense qu'on gardera nos systèmes de monnaie fiduciaire sans grand problème. Si ça devait vraiment, vraiment merder et qu'on perde complètement le contrôle et qu'on rentre dans une récession profonde et dure, c'est toujours pareil. Les gens veulent toujours des coupables quand on touche à ce qui importe pour eux. C'est-à-dire que si demain vous touchez à leur porte-monnaie, il va falloir trouver un coupable et il va falloir probablement le foutre et le pendre sur la place publique. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est ça. Donc, qui est-ce qu'on va pendre? Évidemment, les banquiers centraux. Et il faut vous dire une chose, si demain il y a une énorme crise financière et que ça devait vraiment déraper, pour moi il y a peu de chances que ça se produise, mais il ne faut pas l'écarter. Voilà, si ça se produit, on va couper des têtes. Et on va couper la tête des banquiers centraux. Et dans ce cas-là, comment on va leur couper la tête? En créant des monnaies, en sortant de leur système. Voilà. Donc, c'est-à-dire, vos euros, demain, plus personne... Enfin, ça intéressera toujours du monde, mais ça intéressera moins de monde et tout le monde cherchera à acheter des crypto-devises et autres pour être complètement hors du contrôle de ces banquiers centraux. Voilà. Alors, le marché chinois en crash, le gouvernement ira jusqu'à mettre un flingue sur la tempe des gros investisseurs pour qu'ils rachètent. Non, ils ne peuvent absolument rien faire. Le problème, c'est que, je vous dis, s'il y a crack de marché, soit c'est une conso violente, et dans ce cas-là, effectivement, au bout d'un moment, il y aura rachat des capitaux, c'est-à-dire que les capitaux se remettront à acheter le marché, et soutiendront, soit on est dans une vraie défiance totale du système économique qui est en place depuis des dizaines et des dizaines d'années, hein, le système de la croissance permanente. S'il est remis en cause ce système, les investisseurs iront contre les banquiers centraux, contre le gouvernement, simplement ils foutront en l'air le marché. Hein, voilà. C'est possible, mais moi je pense que s'il y a un gros dump, ça viendra de chez eux. Parce que je vous dis, le problème, c'est pas tellement, en fait, il faut que vous compreniez un truc. Pourquoi ça pourrait merder? C'est pas vraiment parce que les investisseurs ont envie de vendre. C'est pas une question de volonté de vendre. C'est une question d'impossibilité de faire autrement. Parce qu'aujourd'hui, les leviers boursiers sont tellement énormes avec de la liquidité qui n'existe pas, encore une fois. Cette liquidité, elle n'existe pas dans la vie réelle. Donc c'est du fictif. Voilà. Donc au bout d'un moment, s'il y a remise en cause du système, tout ce qui est fictif sera balancé. Donc en fait, il faudra retrouver une nouvelle valeur aux actifs, et ça se fera par une chute brutale des prix. Hein. Voilà. C'est comme ça que ça s'est toujours passé. Hein. Il n'y a pas de... Voilà. De quoi il parle? De la boîte à fiches? Oui, bon, c'est Jérôme Mangin, Adam Prohelium, un formateur qui, je sais pas vraiment ce qu'il est devenu, mais bon, enfin voilà, il a été très fortement décrié. Enfin, voilà, je rentre pas dans les détails. Moi, j'aime pas critiquer les autres. Voilà, bref.
Alors, le Bitcoin, moyenne 200 jours, oubliez ces trucs-là. Les moyennes de 100 jours, c'est simplement pour apprécier une tendance de long terme. On ne traite surtout pas une moyenne de 100 jours. Tout comme les questions qui traitent du dead cross, que j'en ai eu beaucoup. On me dit, Phil, qu'est-ce que tu penses du dead cross, du Bitcoin? Je m'en cogne, c'est un truc pour faire parler les gens, ça. Donc, pas intéressant en termes de trading. Pour m'écouter en anglais, pour l'instant c'est sur TradingView et je ferai des émissions en anglais bientôt, éventuellement sur YouTube pour traiter tous les actifs comme je le fais là. C'est en projet pour l'instant. Le trading s'apprend par l'expérience, essais, erreurs, des références à conseiller pour ton boulot de vulgarisation. Celle que tu viens de donner. Il faut construire ton expérience, il faut faire des erreurs. Et il faut que tes erreurs ne te tuent pas. Donc il ne faut pas de levier. Et il faut beaucoup de patience. Voilà. Vraiment beaucoup de patience. Et de la curiosité. Et puis voilà, je ne peux pas te dire où aller. Ce serait malsain en fait que je te dise où tu dois te former. C'est à toi de trouver où tu vas te former. Tu vas là où le vent te mène. Et tu payes jamais rien. Voilà. On ne paye pas $1 pour une formation. Jamais, rien, que dalle. Tous ceux qui vous vendent des formations, soit c'est parce qu'ils vivent dessus, donc c'est qu'ils vous apprennent un truc qu'ils n'appliquent pas, soit il n'y a pas de soi. Voilà, vous ne payez pas une formation. Moi, je vous l'ai toujours dit, si vous payez pour vous former, c'est qu'il y a un problème, c'est que votre formateur n'est pas un trader. Alors, ne vulgarise, certaines vagues et sous-vagues. Oui, alors l'héliotisme, je vous l'ai toujours dit, c'est le plus compliqué. C'est le plus compliqué, mais c'est pas une fin en soi. Encore une fois, aller chercher ce qu'il y a de plus compliqué, c'est pas forcément la solution. Voilà. Au début, allez vous dire faire du Elliott et compagnie, c'est pas l'obligation. Voilà. Moi, ce que j'essaie de faire en faisant ces émissions, c'est pas de vous dire la solution c'est Elliott et sine wave et momentum. C'est de vous dire il vous faut un signal de trading propre, clair, qui gère bien le risque. Et je vous dis, il n'y a pas que mes indicateurs qui font ça. Ils font bien le job, mais il y en a. À vous de construire une stratégie. Voilà. Comme je vous dis, l'avantage, c'est que moi, dans mes indicateurs, je vous ai codé toutes mes patterns que j'ai appris en 8 ans de métier. Sinon, il faut que vous créez vos patterns. Voilà. C'est-à-dire quand on utilise un indicateur, RSI, machin, bidule, il faut déjà en combiner au moins 2 des indicateurs. Il ne faut pas qu'ils soient corrélés. Si vous faites RSI plus MACD, ça n'a aucune importance. Mais il faut 2 indications techniques. Et il faut que vous créiez des patterns avec, que vous disiez par exemple, ma pattern c'est quand mon momentum est divergent et que voilà. Et vous avez un signal de trading qui vous dit là j'ai limité mon risque pour rentrer contre le marché. Ça c'est à vous de le construire avec l'expérience ou alors vous utilisez mon système où je vous dis dans ce cas-là vous avez mes patterns à moi. Ça c'est le signal de trading. La deuxième partie c'est le cadre de trading, c'est-à-dire le cadre technique où je vous ai dit et j'insiste toujours là-dessus, il y a Elliott. Mais il y a bien d'autres choses. L'Ishimoku, le machin, le truc, le bidule, la théorie de dos, tout simplement, support, résistance, tout ça, c'est un cadre technique. Le but du cadre technique, c'est pas de dire le prix va se retourner là, c'est de dire c'est par là que le prix m'intéresse et que c'est par là qu'il pourrait se passer quelque chose. Le but de l'analyse graphique, c'est de simplement sélectionner des zones de prix dans lesquelles vous allez intervenir, pour ne pas intervenir n'importe où. Voilà. Et c'est structurer votre pensée, structurer le scénario, de dire, ok, si le prix se retourne là, les objectifs potentiels se situent ici. Comme ça, si c'est ça qui se produit, vous avez déjà votre scénario de trading. Ok ? C'est à ça que ça sert, dans l'étape. Et ok, alors ça, putain, mais du coup, maintenant, vous posez plein de questions, donc ça ne va pas durer plus de 5 minutes. Hein. Alors, que de doutes basés sur tes analyses techniques, quelques convictions optimistes que de doutes basés sur tes analyses techniques. Alors je comprends pas bien le sens de la question, mais des convictions optimistes. Ok, d'accord, mais alors c'est pas pessimiste ce que je fais, c'est juste que c'est naturel. Voilà, moi je me fous de l'optimisme, du pessimisme, du permabull et du permabear. Moi je suis juste un trader, je vois que le risque est baissier, je trade à la baisse. Je me fous que ce soit pessimiste ou optimiste. J'en ai rien à branler. J'ai ma conviction personnelle qui fait que pour moi, ça prend du sens qu'on se casse la gueule aujourd'hui. Hein. Ce système, il se mord un peu la queue depuis longtemps. J'aimerais que ça se passe bien, mais je ne serais pas surpris que ça se casse la gueule, si tu veux. Voilà. Et de toute façon, je ne trade pas cette conviction. Je trade la conviction graphique que j'ai, qui est j'ai une structure dead cat bounce, elle se valide, je short, point à la ligne. Je ne sais pas ce qu'est Steemit, j'en entends parler, mais je ne sais pas ce que c'est.
Alors oui, bon, évidemment, ça vous a choqué cette histoire sur les altes. Moi, je vous ai donné mon avis encore une fois. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis que c'est pas de l'investissement d'être sur les altes aujourd'hui. C'est un risque considérable. Et vous avez compris que trader et investir, pour moi, c'est limiter son risque. Donc, si je vous dis qu'il y a un risque considérable, pour moi, c'est pas de l'investissement. Maintenant, je vous l'ai dit, si vous aimez jouer, il n'y a pas de souci, gardez vos altes. Mais c'est du jeu. Donc, c'est comme si vous alliez acheter un ticket à gratter Euro-Million. C'est pareil. C'est exactement pareil. Et vous n'avez pas envie de miser votre capital en ticket Euro-Million. Voilà. Donc faites-le si vous voulez, mais sur un petit pourcentage de votre capital, en ayant bien conscience que c'est du jeu qui est du ressort totalement différent du trading. Question pratique sur le short. Tu avais shorté 8009 quand BTC est rentré pour la deuxième fois dans la dump zone. Quels ont été les éléments déclencheurs qui t'ont fait prendre ta position? Ok, je vais y revenir là-dessus. On va y retourner. Ok. Alors, on arrive au bout, tant mieux. Tu dis que tu ne veux pas analyser et jeter un coup d'œil car apparemment c'est plus facile à prédire que le Bitcoin. Peut-être. Moi, en tout cas, j'ai des signaux très fiables sur le Bitcoin. Je reste là-dessus. L'agite de la Maison Blanche rentre en guerre contre la Chine. Les produits nécessaires. Ok, alors attention à ce que tu fais, Fred. C'est bien, c'est très bien ce que tu fais. Mais encore une fois, c'est une conviction fondamentale, sur des notions plutôt basées sur le fondamental. Ce sont des choses qui mettent du temps à se mettre en place, et en sachant que le marché, et je l'ai expliqué dans une autre vidéo, a une très forte propension à adorer avoir des œillères, c'est-à-dire qu'il est conscient de ces problèmes-là, mais il ne va les pricer que violemment et d'un coup. Et c'est probablement ce qui est en train de se passer là maintenant. Voilà. Et tout ça, même si on sait que c'est vrai, tu ne peux pas trader avec ça en tête. Voilà. Il faut te dire que ça, c'est un schéma économique, macroéconomique, que tu dois garder dans ta big picture, qui te dit en gros, là maintenant, c'était pas le moment d'investir. Il y a plein de gens qui ont acheté des actions, qui ont acheté des ETF. Voilà, eux, ils ont fait un très très mauvais choix technique. Et voilà, et effectivement, c'est le fait d'avoir ces notions en tête qui doivent te dire que là, il ne faut plus être acheteur des actions, mais en attendant, c'était peut-être trop tôt pour vendre sans signaux avant. Là, maintenant, on a des signaux clairs. Hein. Là, c'est bear. Hein. Donc c'est moche, c'est très moche ce qui va se produire. Mais il faut faire attention à ça. L'économie, voilà, en fait, retiens bien cette notion, Fred. L'économie et le marché, c'est deux choses complètement différentes. La plupart des gens ont tendance à penser que ce qui se produit dans l'économie doit se voir dans le marché. C'est faux. Le marché, c'est une parabole de l'économie. Une parabole complètement débile de l'économie. Ça ne reflète en aucun cas la réalité économique, le marché. Est-ce que vous sentez votre niveau de vie 4 fois supérieur à celui de vos parents? Non. Voilà. Pourtant, les marchés sont 4 fois plus hauts. Donc, c'est complètement con, voilà, mais c'est comme ça. Ça ne représente rien du tout. Alors, ensuite, Eagles. Environnement technique. Je trouve que tu as raison. Je suis partie de ceux qui galèrent à comprendre, mais cela a le mérite de me pousser à faire mes recherches, à apprendre en profondeur les thèmes que tu reprends. Bien sûr. Voilà. Moi, je suis partisan de ce truc-là. Après, c'est un choix personnel, mais je pense que c'est en tirant les gens vers le haut que vous progressez. S'il y a une seule façon de vous faire progresser plus vite, c'est en ne vulgarisant pas. Voilà. C'est à vous de faire la démarche. Il y a énormément de choses à apprendre et je préfère ne pas vulgariser, quitte à vous bourrer le crâne et que ce soit too much. Voilà. Je préfère le too much que le pas assez. Voilà, j'ai répondu à vos questions. On va faire un tour maintenant sur le Bitcoin. On y revient sur le Bitcoin. Donc, il est toujours en train de travailler sa zone de nœud. Alors, en 1 heure. Voilà. Donc, comment j'étais venu à shorter ce truc-là? Alors, déjà, on va essayer de remettre le setup précédent. Donc tu te rappelles, la dump zone, elle est à peu près par là. Voilà, elle se situait jusque là. C'est-à-dire que dans le scénario précédent, on avait une dump zone qui était à peu près là, il me semble. Voilà. On avait ça en termes de dump zone. C'est-à-dire, c'était la zone dans laquelle il ne fallait pas trader. Tu te rappelles de ça? Notre dump zone, elle était là. Donc, moi, je vous avais dit, là-dedans, on joue des achats en scalp en 5 minutes, pour ceux qui veulent scalper absolument, et vous prenez tous les achats qui vous sont donnés en 5 minutes, tant que le marché reste au-dessus de la dump zone. Dès que le marché refait des clôtures dans la dump zone, c'est que c'est fini, on n'achète plus. Voilà. Et dans ce cas-là, moi, comme on n'achète plus, je suis passé vendeur. Voilà. C'est-à-dire que ici, on est remonté, et quand on est retombé
dans la dump zone sans avoir fait un nouveau plus haut, j'ai compris qu'on était en phase conso et qu'on avait trouvé notre point A et qu'on repartait en direction du point B. Donc j'ai simplement vendu à peu près par là, voilà, moi, vers les 8009, un truc comme ça là. Voilà. Ok. Je vais regarder, te dire un truc. Voilà. De toute façon, si tu cherches un signal, le signal tu l'avais là. TP, vendeur, div. Voilà. Ici tu avais le signal de vente en 5 minutes. Hop, hop. Voilà, c'est là où tu avais ton signal vendeur, c'est là où tu pouvais gérer ton risque. Donc là, tu prenais la zone ici, tu savais que ça, c'était une résistance, et tu shortais en 5 minutes. Voilà, donc dans ce cas-là, c'était short ici en 5 minutes, avec un stop au-dessus de la résistance, et tu vois, tu rentrais là, pouf, sur la bougie de décrochage à la baisse, tu rentrais là-dedans, et tu plaçais ton stop au-dessus de ce truc-là. Et comme je t'avais dit, moi j'ai dû rentrer par là. Je ne sais même plus quel prix j'ai eu. Je ne sais pas si j'ai eu un bon prix, hein, parce qu'effectivement, ça tombait vite à ce moment-là. Je ne sais plus. J'ai peut-être un prix par là, je m'en fous. Hein. Le truc, moi, c'était vendre, stop, TP. Voilà. C'est exactement ce que j'ai fait. Je vous ai dit TP sur le support et je paye mon stop. Donc maintenant, mon stop est payé. Je me fiche de savoir ce que fait le marché. J'ai un stop qui est payé jusque-là. Le reste, je m'en fous, quoi. Voilà. Je garde ce levier, en fait, j'ai pas encaissé un gain. Voilà, en fait, j'ai encaissé la taille de mon stop. C'est ça que vous comprenez. Voilà, j'ai pas pris là, techniquement, sur le compte, je n'ai rien gagné en termes de Bitcoin, en termes de vente Bitcoin, puisque là, en fait, je conserve le solde vendeur. Et en fait, la prise de profit ici sert à payer le stop. C'est-à-dire que cette position, je m'en occupe plus maintenant. Pour moi, elle est sur le compte et je ne la regarde plus. Je sais qu'elle est monétisée. Je sais que si le stop doit être chassé, le gain que j'avais pris ici sert à monétiser cette perte-là. Donc, je ne regarde plus ce trade. Maintenant, moi, tout ce qui m'intéresse, ça va être de revendre éventuellement un peu ce point B. Et encore, voilà, pas garanti. Et surtout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui m'intéresse sur le Bitcoin, c'est d'essayer d'attendre qu'il ait fini son point B ici, revendre le point C, le point E, et d'avoir en fait pris un trade ici, un trade là, les trois sécurisés avec leurs 3 stops payés. Et quand on casse, je pars avec du levier. Voilà la structure que j'ai mentalement. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. 1h30 d'émission, mais c'est vendredi, c'est la fin de semaine. Honnêtement, je suis lessivé. Vous me tuez au travail. Voilà, vous n'avez qu'à voir. Hein. Là, j'ai répondu au message de ce matin sur TradingView. J'en ai déjà de nouveau 25 à répondre. J'ai à peu près une centaine de mails à me taper dans l'après-midi. J'ai plus de vie, donc c'est pas possible. Voilà, il va falloir que. Donc ce week-end, il n'y aura pas de vidéo. Clairement, j'ai besoin de décrocher du marché là, ça me fatigue. Donc il n'y aura pas de suivi Bitcoin ce week-end. On se retrouve lundi. De toute façon, vous avez le schéma. On est dans un range, donc à mon avis, le Bitcoin, il n'y a rien d'intéressant à tirer là-dedans. Donc voilà, on se retrouvera lundi. Évitez si possible de me bombarder de mails. Je sais que voilà, je suis là pour vous poser un support, mais n'hésitez pas à me contacter. Hein, voilà. Je ne vous dis pas ne m'envoyez plus de mails, mais essayez de vous renseigner avant d'envoyer les mails. Voilà. Je vous ai fait un Discord. Voilà. Allez, on va terminer là-dessus. Je sais que l'émission est longue aujourd'hui, mais voilà. Voilà. Du coup, il faut aussi que j'aille répondre à vos messages sur Discord. Voilà, parce que maintenant, vous m'avez demandé d'aller partout. Voilà. Dites-vous un truc. Je vous ai créé ce truc Discord. Donc, vous avez à la fois du français, à la fois de l'anglais. Entraidez-vous là-dedans. Voilà. Si vous avez une question un peu d'ordre technique, genre vous n'arrivez pas à faire tel ou tel truc sur les indicateurs, allez là-bas. Il y a des gens qui savent déjà très bien s'en servir des indicateurs, qui pourront très probablement répondre à vos questions. Donc, posez d'abord vos questions là-bas. Et si vous n'avez pas de réponse, évidemment, vous n'hésitez pas à envoyer un email, il n'y a pas de problème. Mais par contre, soyez conscient que là, il va y avoir un délai de réponse légèrement plus grand que d'habitude, parce que j'ai pas le temps. Voilà. Là, j'ai pas le temps et ça s'entasse de jour en jour. Donc, les délais de réponse seront un petit peu augmentés par rapport à d'habitude. Voilà, sur ce, pour une de bonne journée, bon week-end. À lundi. Et n'oubliez pas de profiter un peu de la vie. Le marché, c'est bien, mais il faut quand même qu'il y ait des choses à côté. Sinon, vous allez devenir dingo.